Bonjour, je vous propose de regarder un petit peu ensemble la mise en service de A à Z de cet AIS HA102. J'ai eu pas mal de problèmes à le mettre en route et je vous propose de regarder étape par étape comment le mettre en service. Alors, premier élément, placer un GPS avec un connecteur TNC mâle que l'on voit ici en bas à gauche et on viendra l'insérer dans l'entrée GPS antenne que l'on voit sur l'image de droite. Alors je vais vous parler de différents problèmes que j'ai dû résoudre et j'y ai passé du temps. Avoir un convertisseur USB RS232 en état de fonctionner, le HA102 et sa connectique et ses grandes surprises par rapport à la documentation qui est fournie par le constructeur, configurer l'AIS avec l'application qui est fournie par le constructeur et le faire fonctionner dans une application de navigation. Celle que j'utilise, c'est ici QTVLM, mais il marche dans l'ensemble des navigateurs et logiciels de navigation. Je vous donne ici un lien, mais c'est pas la peine de le copier, ce sera écrit dans la description pour pouvoir télécharger les 3 logiciels indispensables pour pouvoir s'en sortir sur l'installation de tout ça. Le premier élément que l'on va voir, c'est le convertisseur USB vers RS232. Nos PC actuels n'ont absolument plus de port série RS232 et donc il faut acheter un petit convertisseur. Mais la difficulté, c'est de le faire fonctionner correctement et moi j'en ai particulièrement bien bavé. Alors ici, par transparence, on voit que les différents connecteurs, les différentes vis, il y a un ground, un TX, un RX, A et B, mais on ne va pas s'en servir. Le ground, TX et RX que l'on va utiliser pour pouvoir dialoguer avec l'AIS. Pour configurer ça, on va ouvrir le gestionnaire de périphérique. Une fois que c'est affiché, eh bien on va brancher la clé USB dans un port USB pour le faire reconnaître de Windows. La configuration de l'appareil s'effectue et Windows nous dit, et là c'est la cerise sur le gâteau, que l'appareil est prêt. Et en fait pas du tout. Quand on regarde dans le gestionnaire de périphérique, il vient s'insérer dans autre périphérique et tout en bas vous avez USB Serial qui est l'appareil qui est reconnu comme tel, mais qui n'a absolument aucune action. Donc quand on double-clique dessus, on a la petite fenêtre de propriété, l'onglet détail, et quand on regarde l'identification du matériel, on tombe sur ces valeurs-là qui permettent normalement de pouvoir retrouver le driver. Alors on le copie. On va sur le navigateur dans Google pour faire une recherche de ce driver et là c'est la bérésina parce qu'on tombe sur plein de sites qui soit nous proposent des téléchargements payants, soit nous proposent des drivers qui ne fonctionnent pas et pire des drivers avec un virus. Et j'ai passé beaucoup de temps à trouver un correct et c'est pour ça que je vous le mets à disposition en téléchargement, celui que j'utilise par rapport à cette clé-là bien évidemment. Pour pouvoir le faire fonctionner normalement. Alors, une fois qu'on l'a inséré, qu'il n'est pas bien reconnu, eh bien, on utilise justement cet installateur de driver et lorsque l'on double-clique, eh bien, il s'ouvre et on arrive sur cette fenêtre-là avec la possibilité uniquement d'installer le driver qui nous intéresse puisque le menu déroulant ne nous en propose qu'un. Donc en cliquant sur installer, il va y avoir un certain laps de temps où il ne se passe rien, mais c'est tout à fait normal. Il est en train d'installer le driver et il va afficher une fenêtre pour dire qu'il a terminé l'installation. Une fois que cette installation est terminée, eh bien c'est dans l'onglet du gestionnaire de périphérique, port com et port parallèle, port série, et on le voit en bas et il m'a été affecté le COM10. Il vous sera peut-être affecté un autre chiffre que le COM10, et il est configurable, mais moi j'ai le COM10. Alors, maintenant, il est reconnu de Windows et on va pouvoir en faire quelque chose. Alors pour ce faire, eh bien, je vous propose sur cette clé de court-circuiter, ou tout du moins de relier, c'est pas court-circuiter, le TX et le RX,
pour pouvoir basculer sur le logiciel YAT qui permet justement de regarder ce qui se passe sur le COM. Donc ici, on va le configurer et on va choisir le COM 10. On va garder, bien évidemment, et c'est important de garder ce 38400, et on va ouvrir le port, et on a la possibilité d'envoyer un petit texte, et on va l'envoyer pour regarder. En bleu, c'est ce qui est envoyé, en violet, c'est ce qui est reçu, parce que le fil relie la sortie à l'entrée directement, et donc on s'aperçoit que tout fonctionne bien, et ouf! C'est une première étape hyper importante, d'avoir un port série pour pouvoir communiquer. Maintenant, l'AIS et sa connectique. Alors, moi j'ai beaucoup perdu de temps, comme pas mal de remarques d'ailleurs que je lis sur cette AIS. Et en fait, on a 5 fils importants. L'alimentation avec le rouge et le noir. Cette sortie-là SD1 qui ne sert à rien, et quand on l'utilise, eh bien ça allume le voyant de détresse, et c'est pas forcément du tout ce qu'il faut utiliser. Donc il faut utiliser le rouge et le noir pour l'alimentation, le marron pour la masse de la data, l'orange pour la sortie data de l'AIS, et le blanc pour l'entrée data de l'AIS. Sur ces deux photos, on a l'AIS qui est connecté. Donc comme je vous parlais, le marron, le blanc et l'orange. Le marron sur le ground, le blanc sur le TX et l'orange sur le RX. Quand on le retourne, on retrouve de l'autre côté marron, blanc et orange. Maintenant, si on va à nouveau sur le terminal, on choisit toujours le COM 10 et on met en route le terminal. Il est connecté à l'AIS et on voit défiler avec joie et bonheur tous les messages NMEA que reçoit le GPS, donc l'AIS, pardon. Donc on a bien évidemment les données GPS du GPS connecté à l'AIS et des données AIS avec le point d'exclamation devant qui permettent de voir les réceptions AIS. Ici sur cet écran, on a la concrétisation de l'émission de l'AIS. Et donc ça c'est bien rassurant, on est bel et bien sur un transpondeur qui émet et qui reçoit les informations nécessaires pour pouvoir naviguer en transmetteur. Nous allons maintenant configurer l'AIS proprement dit, même si je l'ai déjà fait pour que ça puisse fonctionner dans la présentation précédente, en choisissant le COM10 et on garde surtout le 38400. On se connecte à l'AIS, il discute et la connexion se fait avec succès, et on a la possibilité de changer les différents champs pour pouvoir changer de nom, changer de MMSI, changer tous les éléments, la taille du bateau, et on insère, une fois qu'on a changé, dans l'AIS ces nouvelles données. Il nous reste à basculer sur le logiciel de navigation. Ici c'est QTVLM, on va dans la configuration, dans les connexions NMEA. Moi j'ai choisi le port série numéro 2, bien évidemment par rapport à la démonstration qu'on vient de faire ensemble, je choisis le COM10 et quand je démarre l'acquisition, eh bien le bateau se positionne en fonction du GPS que nous avons branché sur l'AIS et les lignes jaunes sont les trames AIS que l'on reçoit et qui positionnent ici une station fixe que j'ai juste à côté de chez moi et qui permet d'être reçu et de voir que la réception est bonne et bien positionnée. Donc ici, voilà, on a le détail de la station de base avec la distance, ses coordonnées exactes et l'âge du rapport. Toute la présentation s'est faite en RS-232 parce que l'objectif c'était de configurer l'AIS. Une fois qu'il est configuré, eh bien, il n'y a plus à émettre dans l'AIS, il y a uniquement à recevoir des données de l'AIS vers son PC, vers son réseau, etc. Et donc pour
utiliser l'AIS et le monter sur un réseau, que ce soit un routeur Wi-Fi ou autre, eh bien c'est le fil orange et marron qui est à utiliser, et uniquement ces deux fils-là pour la data NMEA 0183. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous sort de l'ornière parce que il est un petit peu compliqué, même s'il est très bon cet AIS, mais il est un petit peu compliqué à utiliser sur des technologies anciennes.